savoir nombreux à vous informer sur BSI TV, voici la charpente de ce journal. Après l'Égypte, le chef de l'État a effectué une visite de travail le lundi 24 avril à Franceville, en République du Gabon. Les échanges entre le président gabonais Ali Bongo et Joseph Kabila de la RDC ont porté sur les préoccupations relatives aux réformes institutionnelles en cours au sein de la CEAC, la situation dans la sous-région et les relations bilatérales entre les deux pays. Et puis, la vidéo de l'exécution de 2 experts de l'ONU dans le Kasaï a été présentée à la presse nationale et internationale par le gouvernement congolais. Pour son porte-parole, Lambert Mende Omalanga, ces criminels qui figurent sur ces images sont aux arrêts. Il souligne que les auteurs de ce double crime sont des terroristes et non des miliciens Kamina Sampou. Et enfin, faire connaître le danger du paludisme et favoriser l'accès aux soins demeure le combat de l'OMS et ses différents partenaires en santé. Ce 25 avril 2017, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, instaurée en 2001, entre dans le cadre de 8 campagnes officielles de l'OMS en faveur de la santé publique mondiale. Tête-à-tête ce lundi 24 avril entre le chef de l'État congolais et celui du Gabon. Joseph Kabila a, sur invitation d'Ali Bongo, effectué une visite de travail à Franceville. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont été focalisés sur les réformes institutionnelles au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la situation dans la sous-région et les relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont souligné l'importance de ces réformes à la CEAC et ont relevé la nécessité d'améliorer le fonctionnement de ces organes pour la rendre plus performante afin de faire face aux défis de l'heure. Au niveau de la sous-région, les deux chefs d'État ont échangé sur le déroulement du dialogue au Gabon, mais aussi sur l'accord du 31 décembre signé en RDC. Le président Ali Bongo a encouragé le président Kabila pour les efforts qu'il déploie dans le cadre du processus pour la tenue d'élections crédibles et apaisées. Les deux chefs d'État ont décidé d'inscrire la situation de la RDC à la prochaine réunion ministérielle de la CEAC qui se déroulera le 28 et 29 avril 2017 à Libreville. De son côté, Joseph Kabila a profité de l'occasion pour féliciter Ali Bongo pour la qualité de l'organisation récente de la CAN 2017. L'excellence des relations entre la RDC et le Gabon ont été saluées par les deux présidents et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les liens de coopération, d'amitié et de fraternité. Le tout avec un attachement au respect de la souveraineté nationale conformément aux principes fondateurs de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont rendu au terme de leurs entretiens un hommage solennel à Omar Bongo Ondimba à son mausolée. Joseph Kabila de la RDC et Ali Bongo du Gabon et président en exercice de la CEAC s'y sont convenus de multiplier des rencontres pour poursuivre leurs consultations sur les questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Gabon. La dernière déclaration faite par la Conférence épiscopale nationale du Congo le vendredi 21 avril sur l'application de l'accord du 31 décembre a suscité beaucoup de polémiques dans l'arène politique congolaise. Face à ces dernières prises de position des évêques quant au dernier développement de la situation politique de la RDC, la AMP répond à la CENCO. La majorité présidentielle estime que la déclaration de la CENCO ne sort pas de la logique furieuse de ces déclarations antérieures concernant la situation politique en RDC en général et les efforts entrepris par les chefs de l'État dans sa quête inlassable d'une solution appropriée et durable. André Alain Atundu, le porte-parole de l'AMP, rappelle cependant à la CENCO que le chef de l'État a agi à la suite de leur demande lui adressée lors du dépôt du rapport de bons offices. Les évêques avaient à l'occasion exhorté les présidents de la République à trouver une solution adéquate à la question de la nomination du Premier ministre. C'est alors que le chef de l'État a agi conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre, après consultation de forces sociopolitiques parmi lesquelles le Rassemblement en sa qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Concernant la formation du gouvernement, le bureau politique a noté que les échanges avec les différentes parties prenantes tendent à la constitution et donc à la publication imminente du gouvernement dirigé par un Premier ministre présenté par le Rassemblement. Le bureau politique souhaite que ces tractations aboutissent dans les meilleurs délais et pour améliorer les conditions sécuritaires et sociales des populations congolaises. Entre-temps, la CENCO, par la voix de son secrétaire général, a déclaré ce 21 avril 2017 que la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala
n'était pas conforme à l'accord du 31 décembre 2016. Force est de constater que cette déclaration de la SENCO procède de la logique de ces déclarations antérieures concernant la situation politique en République démocratique du Congo en général et les efforts entrepris par le président Joseph Kabila Kabange dans sa quête inlassable pour une solution appropriée et durable d'autre part. Tout compte fait, tout semble prouver que la SENCO a tronqué sa neutralité au profit d'une prise de position manifestement partisane, faisant tomber ses masques, ont soutenu certains analystes politiques. Les confessions religieuses appellent à la formation du gouvernement d'union nationale autour des Bruno Tshibala pour amener le peuple congolais aux élections. Dans une déclaration lue lundi 24 avril devant la presse, le révérend Elede Kapalaï, porte-parole des chefs religieux, a motivé cette prise de position par le souci de voir les élections se tenir en décembre 2017. Les confessions religieuses ont en outre réitéré leur engagement, promouvoir l'entente entre les acteurs politiques, les gouvernants et la société civile, ce dont le respect de la laïcité de l'État congolais consacré par la Constitution. Une invitation a été aussi lancée aux acteurs socio-culturels et religieux à tous les niveaux à ne pas promouvoir des voix discordantes qui tendent à diviser les Congolais plutôt que de les unir, favorisant ainsi la matérialisation du chaos. Les religieux recommandent également à la majorité présidentielle et à l'opposition signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre à parachever leur travail en trouvant un compromis sur l'arrangement particulier. Notez par ailleurs que cette déclaration a été signée par tous les chefs des confessions religieuses de la RDC, sauf celui de l'Église catholique. Félix Tshisekedi se dit disposé à rencontrer Joseph Kabila, président de la République, pour finaliser l'arrangement particulier en ce qui concerne la nomination du Premier ministre. C'est lors de son meeting du 24 avril dernier, commémorant le 27 ans du multipartisme, que le président du Rassemblement, El Limité, l'a annoncé. Devant de nombreux militants, Félix Tshisekedi a déclaré être disposé à rencontrer le chef de l'État pour discuter des points restés pendants. Il s'agit notamment de la nomination du Premier ministre, la nomination du président du Conseil national de suivi de l'accord et la décrispation politique. Le fils du Sphinx de Limité a laissé entendre que toute approche qui tend à s'écarter de l'accord de la Saint-Sylvestre entraîne le pays dans le chaos et de poursuivre que, sans l'application de cet accord, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes. Pour rappel, suite à la non-signature de l'arrangement particulier de l'accord de la SENCO, le président de la République a initié les consultations des parties prenantes au dialogue du Centre de César. Félix Tshisekedi et les siens ont boudé la démarche de Joseph Kabila, qui plus tard a abouti à la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. C'est pour la première fois que le gouvernement congolais a présenté une vidéo reconnue, celle de l'exécution des deux experts de l'ONU au Kasaï. Au cours d'une rencontre avec les responsables des médias de Kinshasa ainsi que la presse internationale, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a indiqué que les auteurs de ces doubles crimes étaient des terroristes et non des miliciens Kamwina Nsapu. C'est pour la première fois que la police scientifique montre des images de l'exécution de l'Américain Michael Sharp et des Aïda Katlan, des nationalités suédo-chiliennes, portées disparues depuis le 12 mars dernier et retrouvées le 29 mars au Kasaï central. Lambert Mende a confirmé l'arrestation des personnes qui figurent sur ces images. Par ailleurs, au cours de cette rencontre avec la presse, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a critiqué ce qu'il a appelé l'ingérence du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et certains partenaires occidentaux dans la gestion de la sécurité dans les provinces de Kasaï. La province du Bas-Uélé, à l'instar de celle de Haut-Uélé, de l'Ituri et de la Chopo, est issue du démembrement de l'ancienne province orientale. Elle se situe dans le nord du pays, sur la rivière Ouélé. Cette position géographique rend favorable les activités agricoles dans certains de ces territoires. À cet effet, la firme Ecotech que représente Romain Felbert a présenté récemment son projet du parc agro-industriel de Dingila aux députés du Bas-Uélé. Ce parc agro-industriel, qui se focalisera dans la production du cacao,
à un investissement initial de 50 millions de dollars, un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de dollars. Il occasionnera des dépenses de 110 millions de dollars dans la province et chaque hectare produira 2500 dollars de revenus. En plus des activités liées à la production, le PAID met en place un mécanisme de responsabilité sociale en faveur de communautés. Le PAID intègre le petit producteur dans sa production en assurant l'appui financier et technique, en fournissant des intrants et des prestations de services nécessaires à la production. Le tout sera organisé et supervisé par une structure d'encadrement. Ce grand projet agricole permettra à la province du Bas-Uélé de renouer avec l'agriculture qui fait partie intégrante de son quotidien. Jadis avec le coton essentiellement, l'arachide aussi et le riz. Dans son exposé, l'investisseur Romain Felbert a justifié ou expliqué son choix porté sur les territoires d'Aketi, Bouta, Bambessa et Dingila dans le Bas-Uélé pour installer le PAID. Ce, malgré la mise en œuvre du projet qui tarde à venir. Pourquoi le Bas-Uélé? Parce que c'est une sorte de question qui se pose. Alors pourquoi le Bas-Uélé? Pour différentes raisons, mais la principale raison, c'est qu'il y a des conditions pédoclimatiques extrêmement favorables. Pour sa part, le gouverneur du Bas-Uélé a encouragé l'exécution du projet du PAID tout en privilégiant l'intérêt de sa population. Armand Kasumba a cependant noté que la mutation du titre de propriété du PAID de la province orientale au Bas-Uélé a été faite, mais qu'il sera remis à Romain Felbert après le paiement du solde restant. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à ce projet. Je pense que nous sommes tous des responsables. Nous devons essayer de voir ce que nous attendons faire du parc agro-industriel de Dingila, mais surtout avoir de belles perspectives de développement. C'est un premier investisseur qui vient du Bas-Uélé. Nous devons faire en sorte de pouvoir mieux accompagner dans ces activités, mais aussi nous devons veiller aux intérêts de nos populations. Nous, au niveau du gouvernement provincial, nous aimerions bien que ce projet puisse se concrétiser. Et c'est ainsi que M. Felbert va en tout cas nous convaincre à nouveau par rapport à ce projet. Députés et sénateurs originaires du Bas-Uélé ont tous plaidé pour la matérialisation de ce grand projet qui fait rêver la population, mais qui n'est toujours pas concret. Dans son intervention, le Dirkaba du chef de l'État Jean-Pierre Kambila a souligné que le pays doit rester ouvert et tirer profit des investissements et non exiger des sites aux investisseurs pour leurs projets. Et là, je crois que le projet de M. Felbert est bon. C'est un projet qui tourne autour d'un projet que lui contrôle et autour de ça, il laisse travailler la population et il s'engage à acheter et à exporter. Vous pouvez très bien faire votre cacahuète à côté, devenir grand et vendre selon comme vous voulez, mais lui vous apporte déjà toute la technologie, toute la connaissance qui est là. Soyons lucides. Être lucide, c'est aussi avoir le courage, lorsqu'on est en face des problèmes purement économiques, de ne pas trop mettre de politique. Et parfois, en mettant de politique, nous retardons l'économie. Mais il s'est de noter que le plus grand obstacle dans la province du Bas-Uélé est l'enclavement. Il n'existe pratiquement pas d'infrastructure routière. Le sénateur Mukonda Bonza, de son côté, qui a assuré la police du débat, a rassuré l'accompagnement des élus du Bas-Uélé à Romain Felbert pour ce projet du parc agro-industriel de Dingila. Le monde entier célèbre le 25 avril de chaque année la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette journée tire ses origines d'un partenariat entre l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, l'UNICEF, la Banque mondiale et les PNUD. Elle s'appelait au début la journée africaine du paludisme en raison de l'importance de cette maladie sur les continents africains.
Instaurée en 2011, cette journée a pour but de faire connaître et comprendre le paludisme, fournir des informations pour la lutte antipaludique, notamment des activités communautaires de prévention et des traitements du paludisme dans les zones endémiques. Mais également, cette commémoration vise à mobiliser l'opinion publique en faisant connaître cette maladie et à favoriser l'accès aux traitements et aux soins, ainsi que favoriser les méthodes de prévention existantes. Il est important de noter que la journée mondiale de la lutte contre le paludisme fait partie des 8 campagnes officielles de l'OMS en faveur de la santé publique mondiale, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la journée mondiale de la santé et la semaine mondiale de la vaccination. La 10e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA, qui va se dérouler du 25 au 30 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire, rendra dès la cérémonie d'ouverture hommage à Papa Wemba, la mégastar de la musique congolaise, morte sur scène lors de l'édition précédente. Déjà, un grand concert a été organisé le 24 avril, date d'anniversaire de la mort de l'artiste congolais Papa Wemba, avant le démarrage officiel de la 10e édition du FEMUA, a affirmé à l'AFP Salif Traoré, dit à Salfo, le leader du groupe ivoirien Magic System, promoteur du festival. Pour Salif Traoré et Salfo, la disparition inattendue et soudaine de l'artiste Papa Wemba, qui a choqué tous les continents, loin de les décourager, lui a plutôt donné plus de force pour mettre en place cette nouvelle édition. Il a été mis en place une programmation exceptionnelle pour cette édition, avec des têtes d'affiche comme Salif Keita, la star de la musique malienne, le chanteur de reggae ivoirien Chicken Chafakoli, Marema du Sénégal, Bisa Kedei, Black et Singwila. Pour rappel, le FEMUA, qui réunit chaque année 15 artistes africains de renom, a été créé en 2008. Voici le rappel des grandes articulations de ce journal. Après l'Égypte, le chef de l'État a effectué une visite de travail le lundi 24 avril à Franceville, en République du Gabon. Les échanges entre le président gabonais Ali Bongo et Joseph Kabila de la RDC ont porté sur les préoccupations relatives aux réformes institutionnelles en cours au sein de la CEAC, la situation dans la sous-région et les relations bilatérales entre les deux pays. Et puis, la vidéo de l'exécution de 2 experts de l'ONU dans le Kasaï a été présentée à la presse nationale et internationale par le gouvernement congolais. Pour son porte-parole, Lambert Mendio Malanga, ces criminels qui figurent sur ces images sont aux arrêts. Il souligne que les auteurs de ce double crime sont des terroristes et non des miliciens comme il Et enfin, faire connaître le danger du paludisme et favoriser l'accès aux soins demeure le combat de l'OMS et ses différents partenaires en santé. Ce 25 avril 2017, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, instaurée en 2001, entre dans le cadre de 8 campagnes officielles de l'OMS en faveur de la santé publique mondiale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne Paris, mardi 25 avril 2017 à Kinshasa. La criorité des musiciens Kamouinan Sapou et l'éradication du paludisme sont les sujets qui ont retenu notre attention. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « RDC, il y a péril en la demeure. Le terrorisme ne se vit pas qu'ailleurs. L'horreur n'est pas seulement celle que nous renvoient les images des chaînes satellitaires, les temps d'un attentat à Istanbul, Bagdad, Kaboul, Tel Aviv, Paris, Londres, Moscou, des tragédies face auxquelles tout être pétri d'humanité ne saurait rester indifférent. Cet monde-là est, hélas, bel et bien aussi dans nos murs. Sans sombrer dans une espèce de hiérarchie victimaire, les Congolais devraient savoir que les récits des exactions qui ont charrié depuis 9 mois la triste chronique des événements dans les Kasaï n'a rien d'un conte de faits. Des actes terroristes d'une criorité innommable se commettent sur les terres kassaïennes. Hier lundi, au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, les patrons de presse ont pris toute la mesure de l'horreur qui s'abat sur l'espace kassaïen. À cette triste occasion, le porte-parole du gouvernement, comme celui de la police, pouvait même faire l'économie de la parole, tant les images de la police scientifique parlaient d'elles-mêmes. Prenant prétexte du phénomène Kamouinan Sapou, des cistères ont monté de véritables industries artisanales de la mort. Pour les coups, le mot milicien est loin, très loin même de traduire la réalité. Il s'agit sans doute des terroristes labellisés Kamouinan Sapou.
Des tueurs qui séparent du conflit de succession chez Bajila Kasanga comme d'auparavant pour commettre des crimes contre l'humanité. Outre des paisibles des populations civiles, des policiers et autres agents des forces de défense et de sécurité sont mutilés, décapités comme des bétails. Les 2 experts onusiens n'ont pas échappé à cette erreur. L'union sacrée s'impose. Face à ce terrorisme avéré, il n'y a donc pas de matière à transiger sur des principes, notamment le fait qu'on ne les négocie pas avec des terroristes. Comme tous les pays du monde en proie au même danger existentiel, la RDC est en droit de mobiliser toutes ses ressources pour juguler ce mal. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa manchette « Images, vidéos, diapositives et commentaires à l'appui ». Kamouinan Sapou, Lambert Mende contredit la Senko. Puisque la vérité est têtue, les images mettant à nu les horaires de l'exécution des 39 policiers congolais, celles de massacres comme il y en a eu plusieurs dizaines dans l'espace kassaïen depuis 9 mois, de l'enlèvement et de la tuerie de 2 experts des Nations Unies, M. Chap et Mme Catlan, suffisent pour confondre tous ceux qui ont tenté d'attribuer gratuitement tous ces crimes barbares aux forces de défense et de sécurité de la RDC et qui continuent jusqu'à ces jours à prier par leur silence assourdissant quant à l'exigence élémentaire de justice contre ces terroristes que l'on voit à l'œuvre dans ces images atroces filmées par eux-mêmes et dont on doit la saisie au seul professionnalisme de la police scientifique congolaise qui a permis à la justice de déclencher des poursuites judiciaires encore en cours. Telle est la conclusion des commentaires du porte-parole du gouvernement congolais tel qu'il les a présentés ce lundi 24 avril 2017 en son cabinet à la Gombe lors d'une rencontre avec les patrons des médias audiovisuels et écrits. Lambert Mendo Malanga, qui a pris soin d'associer à cette séance pédagogique de clarification le colonel Pierre Omouana Poutou de la police nationale congolaise, a fustigé au passage la déclaration de la Senko, plus particulièrement dans les volets sécuritaires où celle-ci considère, outre mesure, les phénomènes Kamouinan Sapou comme étant une simple expression de frustration ou revendication sociale qui ne nécessite même pas les recours à la force. Faut-il ainsi penser qu'on peut légitimer la violence ou carrément blanchir les actes d'atrocité d'une si rare cruauté sous prétexte qu'on tue gratuitement, on viole impunément ou on sème la terreur et la désolation pour revendiquer telle ou telle autre condition sociale, s'interroge-t-il. Lambert Mende réfute une telle lecture des faits de la part des prélats catholiques en citant un extrait de leur déclaration de vendredi 21 avril dernier. Au bout de sa démonstration, il a lancé un appel aux médias afin qu'ils s'engagent à la défense de la patrie et à la promotion des valeurs. Pour ce faire, il souhaite qu'en tant que le média, en tant que quatrième pouvoir, puisse constituer un bloc compact sous forme d'une union sacrée contre les contre-vérités distillées autour de cette affaire des terroristes Kamouinan Sapou, pour laquelle la justice congolaise doit, selon lui, faire son travail jusqu'au bout. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit « RDC, 920 000 cas de paludisme traités en 2016 selon MSF ». À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, l'ONG Médecins sans frontières fait savoir que plus de 920 000 cas de paludisme ont été traités en RDC en 2016. MSF indique cependant que beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en RDC du fait qu'ils ne sont pas soignés à temps. Selon l'ONG, un enfant malade de paludisme simple peut diagnostiquer en 15 minutes. Cet enfant mettra en moyenne 3 jours à guérir avec du repos et des médicaments antipaludéens, révèle MSF. À l'inverse, prévient l'organisation, renoncer aux soins peut entraîner des complications du paludisme, en particulier chez les jeunes enfants qui peuvent être exposés à l'anémie, à des soucis neurologiques, à l'hypoglycémie, voire la mort. MSF révèle aussi l'existence de nombreux obstacles pour accéder au traitement en RDC, notamment l'insécurité. Pour lutter contre cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, préconise notamment la prévention avec l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations ainsi que les traitements préventifs pour les groupes les plus vulnérables. Parmi les groupes les plus vulnérables, on classe notamment les femmes enceintes, les enfants moins de 5 ans. Selon le docteur Marguerite Chan, directeur général de l'OMS, les outils recommandés par l'OMS ont permis de faire des progrès mesurables dans la lutte contre le paludisme. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite des programmes sur BSTV.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, quand Cheo Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.